J'ai manqué de temps pour faire une analyse de l'intérieur du bain ultrasonique Skyman JP010S. Je me reprends donc aujourd'hui. Bidouilleuse, bidouilleur, salut! Cette vidéo fait suite à ma vidéo de banc d'essai de ce bain ultrasonique de marque Skyman, modèle JP010S. La vidéo de banc d'essai dépassait de beaucoup la limite de 30 minutes que je me fixe normalement. Mais je ne pouvais quand même pas passer à côté d'une analyse de l'intérieur du produit. Après tout, je suis très curieux, comme vous, de voir comment c'est bâti à l'intérieur, comment ça fonctionne. D'autant qu'il n'y a que 4 vis à retirer en dessous de l'unité. Je sacrifie donc sa garantie pour votre bon plaisir. On ouvre son capot tout de suite? Allons-y. Bon, lançons-nous dans le désassemblage. Une chose que je viens tout juste de noter, que je n'avais pas remarqué lors de le banc d'essai, c'est que le boîtier a tendance ici, là, il n'est pas supporté. Il est très solide sur les 3 autres faces, mais à l'arrière, c'est mou un peu ici. Il y aurait eu nécessité certainement d'une autre vis ou d'une autre paire de vis ici pour solidifier cela. Bon, quoi qu'il en soit, ça ne semble pas toucher à rien à l'intérieur, donc on le verra de toute façon quand on va enlever les 4 vis. Bon, alors je présume que tout va se lever. Oui, peut-être, non, oui, non, peut-être, oui. Bon. OK, alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est un peu serré, là. J'aimerais bien pouvoir soutenir l'ensemble et vous montrer séparément. Alors ici, c'est attaché, c'est clair à l'intérieur. Ça va. Je peux toujours déconnecter ici, mais je crois que j'aurai pas le choix. Je vais soutenir cette plaquette ici. OK, alors je me suis repositionné. Je soutiens maintenant le fond, qui est viré à l'envers, bien sûr, pour qu'on puisse voir la plaquette. On a bien sûr l'unité aussi qui est virée à l'envers. On va d'abord regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la cavité, et ensuite on reviendra sur le circuit ici. Alors, je me suis glissé un peu vers la droite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bien, ça nous saute aux yeux, tout seigneur, tout honneur, le transducteur. Et c'est bien indiqué comme fréquence sur le côté. Vous ne pourrez pas le voir, c'est très difficile. C'est bien indiqué 40 kHz, 60 watts. Alors, ça, le transducteur, il est collé en place. Ça semble comme de l'époxy. C'est une colle qui est très, très solide, là. Donc, il y a un couplage direct entre le transducteur et le fond du bassin, le fond du bain. Alors ça, c'est clair avec les signaux ici. Le signal d'oscillateur, bien sûr, 40 kHz. Branché sur le transducteur. Alors, ce transducteur-là peut être remplacé. Apparemment, on peut en trouver. C'est fabrication chinoise. Il y a moyen d'en trouver des remplacements, mais il faudra quand même le retirer, ce qui est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi? Ici, sur le côté, vous voyez un peu de l'aluminium, sans doute. Vous êtes capable de voir. Eh bien, ce sont les fils blancs. Et les fils blancs, c'est l'élément chauffant, tout simplement, qui arrive et qui chauffe ce côté-ci du bassin. L'autre côté du bassin, peut-être pas très évident, vous voyez une feuille d'aluminium au fond, ici. Il y a le fil noir qui descend. C'est tout simplement une sonde de température, donc c'est une résistance, là. Donc, c'est la sonde de température pour le bassin, bien sûr, quand on chauffe l'eau. Alors, d'un côté, l'élément chauffant, de l'autre, la sonde de température, et au centre, le transducteur. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a au point de vue électrique? Bien, on a la prise EIC, et la première chose qu'on note, c'est la mise à la terre, donc qui arrive le câble, le secteur, et cette mise à la terre est connectée sur une vis de montage de la plaquette ici, et cette vis touche à une entretoise métallique qui, elle, va se connecter au couvercle inférieur. Et donc, lorsque tout est vissé en place, l'ensemble est mis à la terre. Bien honnêtement, ça aurait été bien meilleur si le fil avait simplement quitté et était venu se visser avec une vis sur le boîtier, et non pas passer par une entretoise sur la plaquette, par une vis qui descend jusqu'à la plaque ici, et les 4 vis qui se vissent au bassin au complet. Donc, définitivement, ça aurait été mieux comme ça. Mais bon, c'est correct, c'est suffisant, mais ce n'est pas
ce n'est pas l'idéal, définitivement pas. On note quand même qu'il y a du tube rétrécissant sur les différents contacts à ce niveau-là, au niveau là, de la prise. Et il y a un fusible intégré, on l'a vu dans la vidéo précédente, là. Il y a un fusible intégré à la prise EIC ici. C'est pour ça qu'il y a plus d'un fil. Alors, le secteur s'en va sur la plaquette de puissance par l'entremise des fils bruns et bleus. Bon, il y a une autre chose que je peux vous montrer ici, plus ou moins évident. Vous regardez au fond, il y a une plaquette, juste ici, au fond. Et ça, c'est le PCB du panneau de contrôle à l'avant de l'appareil. Et il y a un microcontrôleur, je crois que c'est un PIC 16. Malheureusement, on le voit très peu, puisque c'est le côté soudure et le reste des éléments sont vraiment du montage en surface. Alors, on ne voit que très peu, mais j'ai trouvé une photo sur le web où on a une bonne idée de qu'est-ce qu'il y a. Et entre autres, il y a un microcontrôleur PIC 16, de la série PIC 16. Alors, je ne la démontrerai pas, cette plaquette. Elle est vissée et c'est peut-être assez visible. Ici, vous voyez, il y a de la colle de poser sur les vis de montage, ici et ici, pour stabiliser l'ensemble, parce que tout ça vibre à 40 kHz, ainsi que les harmoniques. Il faut que les choses soient vissées et collées en place, sinon ça pourrait graduellement se dévisser avec le temps, et ça deviendrait un danger potentiel. Donc, je n'enlèverai pas cette plaquette. Vous pouvez, si vous faites un petit peu de recherche, vous allez voir ce qu'elle contient sur le web. Bon, maintenant, on va se concentrer sur la plaquette de puissance. La plaquette de puissance, elle est évidemment contrôlée par la plaquette de contrôle, donc la plaquette du panneau avant. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la plaquette de puissance? Bien sûr, on a le secteur qui arrive ici et qui passe à travers un fusible, que vous voyez ici. Ensuite, passe à travers une résistance pour imiter le courant d'attaque lors de la mise en marche. On a bien sûr un mauve, le composant bleu, ainsi qu'un condensateur de type X qui est en travers, donc de l'alimentation et du neutre. Donc, le live, ou si vous voulez, le fil porteur et le neutre. Ce condensateur, bien sûr, filtre les interférences qui reviennent sur le réseau. Transformateur en mode commun, aussi pour filtrer les interférences. Deuxième condensateur de type X, le condensateur jaune. Et donc, on filtre beaucoup l'arrivée du secteur, définitivement. Ensuite, on a un petit transformateur ici, linéaire, le rouge et jaune, il est juste ici, suivi d'un pont redresseur, juste ici, 4 diodes, et un régulateur de tension 78,05. Le 5 volts requis, bien sûr, pour la plaquette de contrôle, et probablement aussi pour l'opération des relais. Et il y a du filtrage, bien sûr. Alors ça, c'est la base station vraiment pour le contrôle. Maintenant, il y a tout l'aspect haute tension qui vient attaquer le circuit d'oscillation. Et dans ce cas-là, ben, c'est la même tension redressée qui est envoyée au transistor à travers, bien sûr, deux condensateurs, une espèce de diviseur de tension, si vous le voulez. Un autre fusible de protection sur les transistors, circuit en push-pull. Je vais vous montrer le schéma que j'ai trouvé sur le web, qui est assez fidèle à ce qu'on voit ici. Fusible sur les deux transistors. C'est un circuit résonnant à 40 kHz, à condition que le transducteur soit connecté. C'est le transducteur qui détermine la fréquence d'oscillation, puisque c'est un ensemble de morceaux piézoélectriques qui vibrent à 40 kHz, et c'est ce qui détermine la cadence de l'oscillation. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'évident ici? Il y a ici un transformateur toroïdal. Ce transformateur a 3 enroulements. C'est ce transformateur qui envoie de la contre-réaction sur l'entrée, sur les bases de transistors, puisque vous allez noter qu'il y a un transformateur en sortie, et je crois que c'est celui-ci. Le transducteur est totalement isolé du côté secteur et de la commutation grâce à ce transformateur ici, qui fait le travail d'isolement. Donc, le secondaire est vraiment envoyé au transducteur, mais le primaire inclut les transistors de commutation, et ce sont des transistors bipolaires. Il y a aussi une autre bobine qui est utilisée ici, mais c'est essentiellement comme choke, d'après ce que je comprends.
c'est pour filtrer, bien sûr, parce que sinon, cet oscillateur fournirait une onde carrée. Et ben, ce choke adoucit l'onde de sortie. Je crois que c'est beaucoup plus près du sinus. En tout cas, on va la mesurer tantôt. On va voir si c'est vrai, ce que je dis. Il y a 2 relais. Un premier relais qui sert, bien sûr, à enclencher le chauffage. Et le deuxième relais qui sert à enclencher la fonction ultrasonique. Alors, point de vue construction, ça me semble bien. Ça semble bien monté aussi. Il y a des écarts suffisants du côté secteur. On voit que les îlots, si on regarde le vert, là, ça semble avoir été construit avec assez de distanciation. Ceci dit, ça aurait été bien s'il y avait une protection additionnelle, parce qu'on parle d'un bassin qui fonctionne avec de l'eau, avec du liquide. Et le risque qu'il y ait de l'eau, des gouttes d'eau qui pénètrent soit par les grilles de ventilation, soit autrement, et qui viennent toucher au circuit, ce risque est assez élevé. Pour protéger le circuit, ben, ça aurait été bien qu'il y ait une tropicalisation de la plaquette, mais il n'y en a pas. Donc, c'est une faiblesse, définitivement. Pour le reste, ça me semble assez bien monté. Je ne vois pas de défaut. Il y a quand même des protections suffisantes. Je vois 4 fusibles, peut-être même plus. Ouais, il y a 4 fusibles. Donc, il y a suffisamment de protection un peu partout. Et il y a donc du filtrage en entrée pour empêcher, bien sûr, des interférences de sortir et de retourner sur le secteur. Les transformateurs semblent de bonne construction. Il y a 2 dissipateurs de chaleur qui semblent être de bonne dimension. Je ne pourrais pas vous dire s'ils chauffent beaucoup ou pas. Ceci dit, je vous avais dit qu'il y avait un ventilateur et j'ai beau chercher, je n'en trouve pas. Alors, je me suis trompé quand je vous ai dit que j'avais entendu un ventilateur. C'était peut-être des microbulles lorsque l'eau chauffait jusqu'à 60 degrés Celsius. Il est possible qu'il y avait des bulles, donc de la micro-ébullition, qu'on entend souvent lorsqu'on est dans le processus de chauffe de l'eau pour amener à ébullition. Et c'est peut-être ce bruit-là que j'entendais. Et lorsque l'élément chauffant cessait, ben, le bruit arrêtait. Donc, c'est peut-être ça. Il n'y avait pas de ventilateur, en tout cas. Ça, c'est clair. Alors, il y a une protection additionnelle aussi. On voit ici un tube de plastique qui protège le câblage de basse tension. C'est essentiellement le câble multifil qui relie le panneau de contrôle au panneau de puissance. Donc, il est protégé parce que, bien sûr, ça pourrait toucher à l'intérieur quelque chose d'un peu plus costaud en termes d'électricité. Bon, alors, ça fait un peu le tour de la construction. Et maintenant, ben, je vais vous montrer le schéma que j'ai trouvé qui, à mon avis, là, après avoir regardé un peu le circuit, semble correspondre assez bien. Alors oui, voici un schéma trouvé sur le forum de Hackaday, qui, du côté là, de la puissance, semble correspondre assez bien à ce que je vois sur la plaquette. Peut-être qu'il y a des valeurs de composants qui ne sont pas tout à fait pareilles, là, mais ça donne une bonne idée. L'entrée secteur, ce n'est pas fidèle, mais à partir du pont redresseur, ça semble effectivement ressembler à ça. On a nos 2 condensateurs qui jouent le rôle, en tout cas, ça me semble bien, là, de diviseur de tension, et donc qui coupe de moitié la tension redressée, envoyée dans le circuit. On voit 2 transformateurs, mais en réalité, il y a un transformateur qui, effectivement, joue le rôle d'isolement, et le deuxième, on ne se sert pas du primaire. Ça ne joue qu'un rôle de choke, si vous voulez, en sortie, pour adoucir, encore une fois, l'onde de sortie le plus près d'une onde sinusoïdale possible. Alors, le fameux transformateur toroïdal à 3 enroulements, bien, vous avez un enroulement ici qui échantillonne la sortie, un deuxième enroulement et un troisième. Et donc, l'échantillonnage se fait ici et c'est isolé, bien sûr, du secondaire, puisque de ce côté-ci, de l'autre côté, on se trouve à retourner du côté primaire. OK? Alors, le toroïde, cette bobine de ferrite toroïdale, prend une partie du signal et retourne le signal sur ces 2 enroulements qui, eux, sont bobinés de sorte que ils sont en opposition de phase. Donc, lorsque ce transistor est activé, celui-ci n'est pas activé et vice-versa, bien sûr, en opposition. Donc, c'est un circuit push-pull
C'est un oscillateur qu'on dit à relaxation. Et on pourrait même dire, d'après ce que certains semblent comprendre, que c'est un oscillateur de type Royer, R-O-Y-E-R. Je crois que c'est anglophone, on devrait dire Royer, mais il semblerait que c'est le cas. La fréquence d'oscillation de ce circuit est absolument déterminée par le transducteur qui est branché ici à la sortie. C'est lui qui va vraiment cadencer l'ensemble. Sinon, là, ça oscillerait à peu près n'importe comment, je crois, ce circuit. Je ne crois pas qu'il y a rien qui fait la promotion vraiment du 40 kHz, autre que le transducteur lui-même. Alors, c'est comme ça que le circuit est construit et qu'il fonctionne. Je vous parlais d'isolement. Effectivement, T1 permet d'isoler le primaire, puisque oui, tout ce côté ici, c'est le primaire. Absolument, absolument, c'est le primaire. D'accord? Et le secondaire, c'est seulement cette partie-ci. Seulement cette partie-ci. Et donc, le transducteur est isolé du secteur. Mais les transistors et tout le tralala sont quand même du côté du primaire. Donc, il y a un isolement et c'est donc considéré comme évidemment plus sécuritaire. C'est essentiellement la topologie, comment ce circuit fonctionne. Donc, c'est simple et ça semble être très fonctionnel. Maintenant, j'ai vu des versions de ces circuits avec des MOSFET. Alors ici, on utilise des transistors bipolaires, mais ça pourrait très bien fonctionner avec des transistors MOSFET. Et en plus, je crois que cet oscillateur produit une onde carrée, si ce n'était que du filtrage produit par les enroulements. Cet oscillateur fonctionnerait vraiment avec une sortie en saturation. Les deux transistors fonctionnent vraiment en saturation. Et donc, ils ne dissipent pas beaucoup ces transistors puisqu'ils sont soit complètement saturés ou soit complètement ouverts. Je crois que la transition est très rapide, ce qui les préserve bien sûr. Maintenant, pour mesurer la fréquence d'oscillation du transducteur, j'ai choisi d'utiliser un piézo-vibreur de récupération, du genre qu'on retrouve dans des appareils électroniques pour générer des tonalités. Je l'ai connecté à un oscilloscope via une sonde x10 classique. Une fois plongé dans le bassin, j'obtiens des lectures très fortes, mais aussi très variables en amplitude et plutôt instables en fréquence. En maintenant le capteur contre la paroi, je mesure une fondamentale d'environ 31 kHz. Le contenu harmonique est très riche. C'est la troisième harmonique à 96 kHz qui est dominante. Ce n'est pas surprenant qu'il y ait tant d'harmoniques. Il y a forcément des ondes stationnaires causées par des réflexions sur les parois et la résonance du bassin. Pour confirmer la fréquence de 31 kHz, je me suis connecté avec une sonde différentielle directement sur le transducteur et j'ai obtenu la forme d'onde que vous voyez ici. C'est bel et bien de près de 31 kHz. Compte tenu de la présence d'eau et de tension de secteur, c'est une manipulation que je ne vous recommande pas de faire, de sonder directement sur le transducteur. Je l'ai faite pour vous, pour que vous n'ayez pas à la faire, cette manipulation risquée. Notez que la fréquence d'oscillation varie un peu en fonction du niveau de l'eau dans le bassin. C'est normal car le transducteur est solidement fixé au bassin et c'est l'ensemble qui résonne mécaniquement. Il est fort probable que le transducteur seul oscille à très près de 40 kHz. Cette dernière mesure du transducteur à l'oscilloscope montre une amplitude d'au moins 180 volts RMS. On peut estimer l'impédance du transducteur en assumant la puissance de 60 watts et en appliquant la loi d'Ohm, P égale V carré divisé par R, et donc R égale V carré divisé par P, ce qui donnerait une impédance du transducteur d'au moins 500 ohms. Si on regarde les spécifications, par contre, annoncées pour ce genre de transducteur, il part plutôt d'environ 20 ohms à la résonance. La différence m'échappe entre 500 et 20. Si vous avez une petite idée d'où vient cette différence, dites-le nous dans les commentaires. D'ailleurs, la rétro-ingénierie, ce que je viens de faire en analysant le schéma, ce n'est pas toujours trivial. On n'est pas dans les souliers des concepteurs et comprendre les subtilités, parfois, là, ça nous échappe. Il est donc possible que je me sois trompé dans la description du circuit d'aujourd'hui. Si c'est le cas,
dites-le nous aussi dans les commentaires. Alors voilà, j'en ai appris dans l'exercice aujourd'hui. Je n'avais jamais analysé comment était construit un bain ultrasonique. J'espère que c'est de même de votre côté. Vous avez apprécié? Bien, comme toujours, cliquez le pouce vers le haut et considérez me soutenir. Plus de détails dans la description ci-dessous. Merci et à la prochaine.